sur Public Sénat. La question qu'on se pose quand on regarde ça, c'est à qui s'adresse ce sourire? Parce qu'elle ne regarde jamais Fillon, elle ne regarde pas non plus la caméra directement, et on se dit mais à qui est destiné ce qu'on pourrait appeler en équivalence à la langue de bois un sourire de bois? Vous disiez qu'elle trahissait souvent pas mal de choses et que c'était, on ne sait pas si elle le trahit ou si elle veut le montrer. C'est assez rare pour un politique. Il y a un moment sur un rapport avec un journaliste qui est assez amusant, très furtif. C'est toujours au moment de la réforme des universités. Elle est toujours face à des manifestations. Il y a un reportage de TF1 qui la suit dans son ministère. Ce soir, les étudiants restent très mobilisés. La nuit dernière, la police a évacué 2 universités. Qu'est-ce qui prend la décision? C'est la ministre. La ministre, donc, qui veut assumer pleinement ses fonctions. Quand elle dit c'est la ministre, elle a une petite mimique. De satisfaction? C'est de satisfaction? Oui, moi, enfin je le ressens comme ça, entre la satisfaction et la fierté, quoi. Alors d'abord, c'est vrai que vous êtes très discrète, hein, vous l'avez dit à plusieurs reprises, mais souvent votre visage, on l'a vu, dit énormément de choses. Alors est-ce que vous vous en rendez compte? C'est maîtrisé, c'est voulu, ou est-ce que ça vous échappe complètement? Le sujet, c'est que le sourire, pour une femme, c'est une protection. En réalité, c'est une barrière de protection. Et pour moi, c'est une barrière de protection. Alors, il faut peut-être que je m'en libère. Et il faudrait peut-être que je travaille là-dessus à m'en libérer. C'est une barrière de protection. C'est une barrière de protection contre la fatigue. C'est une barrière de protection contre les agressions. C'est une barrière de protection contre les questions pièges. Parce que là, c'était en fait une question piège. C'était qui ordonne les évacuations de fac. D'accord, dans le reportage, d'accord. Une question très rude. Oui, est-ce que c'est vous qui décidez? Est-ce que c'est vous ou qui décide des évacuations de fac? Donc, qui décide d'une décision très dure? Donc voilà, donc le sourire en réalité, pour moi, est une protection. C'est une protection réflexe. Et réflexe dans un moment très très complexe sur François Fillon et Jean-François Copé, François Fillon qui a gagné aux voix, alors que Jean-François Copé a annoncé sa victoire juste avant. Donc c'est en réalité vraiment un réflexe de protection et de politesse. Je pense qu'effectivement, on ne passe jamais rien aux femmes. Jamais rien aux femmes. L'apparence des femmes est disséquée, décortiquée. Vous avez le cheveu un poil trop long. D'ailleurs, en regardant ces images, je me disais... Restez-vous, nous on n'a rien dit. Hein. Non, mais pendant les mouvements étudiants, je n'avais plus le temps de me faire couper les cheveux. J'avais les cheveux qui descendaient dans la nuque. Non, mais on ne passe rien aux femmes. Cette dictature de l'apparence est insupportable. Jamais vous n'iriez disséquer le sourire d'un homme. Nous jamais. Nous aussi. Non, nous aussi. jamais vous n'iriez poser aux hommes les mêmes questions qu'aux femmes. Mais bon, si c'est un vous collectif, les journalistes peut-être, si c'est nous, je vous assure. Les journalistes, d'une manière générale, ils le font très très peu. Et c'est vrai aussi que les visages des hommes sont beaucoup moins expressifs, qu'ils ne se donnent pas vraiment le mal de sourire. Mais alors justement, c'est intéressant dans ce qu'il dit, parce qu'il dit, il y a quelque chose, donc vous dites, hein, mon sourire, c'est effectivement une barrière, et vous dites quand même aussi, parce que peut-être en tant que femme, c'est la première arme des femmes, là, la première barrière. Ce que vous montrez quand même de ma vie politique, c'est quand même tous les épisodes les plus violents. Je ne suis pas sûre que vous êtes en train de donner envie à d'autres femmes de faire de la politique, parce que si vous leur montrez les guerres intestines dans les partis, si vous leur montrez la difficulté pour prendre sa liberté et devenir candidate dans une élection, quand on n'est pas la candidate de l'appareil et que le candidat de l'appareil peut faire venir des quarts de militants vous huer, etc. Enfin, je pense que vous montrez une image de la politique qui montre à la fois combien c'est dur et en même temps à quel point être une femme, c'est difficile en politique, quoi, finalement. Ah ouais, vous pensez que c'est ça? Ouais, regardez, c'est des moments qui vous n'êtes plus la même, ça vous a appris, donc c'est des moments par lesquels il faut passer peut-être aussi. Ça m'a construite, oui. Le sujet, c'est que ça m'a construite et en même temps, je voudrais garder quand même une certaine forme de douceur et d'idéalisme, parce que sinon, si on n'est que des robots, si on n'est que poussé par, de l'ambition, c'est difficile. C'est peut-être aussi ça que trahit mon visage, c'est la volonté de pas être toujours un masque. Vous
vous allez manger avec des baguettes avec le président de Chine pour ouvrir les Jeux Olympiques. Bon appétit. Moi, je penserais à tous les prisonniers qui croupissent dans les prisons chinoises. Moi, je penserais à tous ceux qui sont arrêtés. Moi, je penserais à tous ceux qui sont maltraités au Tibet. Et moi, je vous dis, vous aviez une occasion au nord de défendre les valeurs européennes, de la démocratie, de la liberté, en disant « Je ne participe pas à l'ouverture des Jeux à la mascarade du Parti communiste chinois ». Voilà ce que nous voulons. Monsieur le Président, c'est une honte, c'est minable d'aller à l'ouverture des Jeux Olympiques. Merci. Écoutez, d'abord, ceux qui m'aiment, ils m'aiment comme ça. Ah oui. Et ceux qui m'aiment pas, ils m'aimeraient pas, même si j'étais autrement. D'accord, bon, mais il peut y avoir des téléspectateurs ou des gens qui disent mais comment il parle ou comment... Il y a depuis 45 oui, ans. Bien sûr, mais il y a des tas de gens qui disent Dany, au moins toi, quand tu parles, eh ben, on se reconnaît là-dedans. On comprend, tout le monde comprend. Voilà, d'accord, exact, exact. En fait, la question qui se pose, est-ce que quelqu'un comme ça, comme moi, est-ce qu'il peut avoir 50% dans un pays comme la France? Non. D'accord. Donc vous avez raison. C'est pas mon problème. Vous avez raison de ne pas avoir d'ambition présidentielle, en fait. Hein? C'est-à-dire que il y a des tas de gens qui sûrement disent mais il n'est pas poli. C'est vrai, et ça, mais je le sais, c'est que maintenant je suis à part. Donc je peux même me permettre de faire ça, et la plupart des gens trouvent ça bien, intéressant, ils écoutent mon discours. Et vous êtes à part depuis quand? Vous avez, au moment où vous êtes posé la question, qu'est-ce que je peux me permettre de faire, jusqu'où je peux aller, ou c'est maintenant que vous considérez que vous êtes complètement à part, déjà là? Bah oui, c'est là que je suis né à part. Enfin, je suis né, que je suis devenu à part. Je veux dire, enfin, cette histoire de 68, de ce jeune homme qui a fait irruption dans l'espace politique, on ne sait pas très bien, parce que cette histoire de choisissez votre pays, déjà en 68, on ne savait pas. Hein. Donc, de toute façon, mon histoire est ancrée dans cet état de fait que je suis différent, que mon parler vrai est différent et que voilà, je suis comme ça. Alors on aime ou on n'aime pas, on accepte ou on n'accepte pas. Tout ça est parfaitement cohérent et parfaitement... Parfaitement cohérent, je n'exagère pas, mais c'est cohérent. D'accord, c'est cohérent. Et la petite touche d'incohérence, elle serait où? Oh, la touche d'incohérence, c'est que c'est vrai qu'à certains moments, disons, ça aurait été un peu plus simple de garder mon émotion, de contrôler mon émotion pour être peut-être un peu plus clair. Bon, ça arrive à certains moments, mais c'est voilà, c'est le prix à payer. Cohérence dans la forme, par exemple, face à Nicolas Sarkozy, c'est vrai que là, non. Alors quand alors? Non, oh, je sais pas. Il y a des moments, je peux pas vous dire. Des fois, je crie trop. Vous vous sentez parfois débordé par l'émotion comme ça? Oui, des fois, je me sens où l'émotion me joue un rôle, disons, ou me fait jouer un rôle, etc., qui, a posteriori, rend mon explication peut-être incompréhensible pour certains. Ah d'accord, donc c'est pas la réaction à l'émotion qui est trop... C'est pas ce que ça vous fait dire, c'est la manière dont vous le dites. Ça, c'est une petite touche de... Voilà. D'accord. Vous avez été un compagnon de route pendant 30 ans pratiquement de Nicolas Sarkozy. Et puis aujourd'hui, vous êtes un de ceux qui réclamaient le plus ouvertement l'inventaire. Pourquoi? D'abord, l'inventaire n'est pas nécessairement négatif. Ah, parce qu'on a l'impression parfois que ça l'est, du moins en l'entendant. Non, pas forcément, mais peut-être. Non, moi je pense que, comme dans tout inventaire, il y a un actif et un passif. Je pense d'ailleurs que si on ne fait pas l'inventaire, on le laisse à nos adversaires. Et nos adversaires en font la caricature, ce qui fait que l'actif lui-même n'est même pas mis en valeur. Or, il mérite d'être défendu aussi, l'actif. Il y a aussi un passif. Le passif, il faut le reconnaître, il faut l'analyser afin de progresser. Moi, je suis un disciple de Karl Popper, qui est un grand philosophe qui dit que l'humanité ne progresse que par ses erreurs. D'accord, enfin, visiblement, vous êtes le seul à avoir lu Karl Popper à l'UMP, parce que vous êtes un peu seul sur votre ligne. Mais alors, on a quand même l'impression, enfin, c'est ce qui pointe d'ailleurs, il dit, hein, votre humour, votre ironie, alors je ne sais pas si vous souscrivez à tout ça, il y a, c'est vrai, un humour, même si vous dites beaucoup les choses par allusion, en fait, par ironie, et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ça dans la vie politique. Alors, pourquoi, d'abord? Pourquoi est-ce aussi rare? Et vous êtes comme ça, toujours dans le second degré? C'est un reproche qu'on... Ah, donc c'est un reproche. Ah, ouais, je ne pensais pas que c'était... Je savais pas. C'est un reproche qu'on me fait en famille.
Parce que en fait, je crois que c'est plutôt un handicap en politique. Jamais de second degré, me répète très souvent ma femme. Parce que les gens prennent tout au premier degré. Donc c'est dangereux. Là, par exemple, alors c'est dangereux. C'est une manie. Ah, c'est une manie. Donc c'est vous. Alors, je veux dire, c'est vous tout le temps. Vous êtes tout le temps comme ça. Vous êtes comme ça dans la vie politique aussi. Et peu sont comme ça parce que c'est dangereux. Et là, par exemple, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, au premier degré, qu'est-ce qu'il fallait entendre? Par exemple, sur Nicolas Sarkozy, hein, on vous demande si vous vous êtes réconcilié, puis vous répondez pas. Vous dites, oh, il s'est retiré de la vie politique. Non, je vais vous faire la réponse très simplement et au premier degré. Premièrement, je n'ai pas eu de relation avec lui depuis qu'il a quitté la présidence de la République. Deuxièmement, il a effectivement dit qu'il quittait la vie politique et je ne crois pas à l'homme providentiel. Ce jeu avec les codes, justement, on a essayé de les chercher, on a encore fait de la spéléologie, essayer de voir justement dans quel registre vous aviez joué, masculin, féminin. Ça commence par une image. Alors une image où là, pour le coup, vous pleurez à l'Assemblée nationale, c'est lors du fameux débat sur le PACS. Député de droite, vous votez comme les socialistes, ce PACS, donc proposé... Disons plutôt que les socialistes votent comme moi, parce que j'ai fait le combat sur le PACS bien avant. Hein. Alors, vous aviez combattu bien avant, mais là, vous êtes une des seules. Voilà. Et la seule. Et ce sont eux qui proposent le texte, pour le coup. On va voir les images commentées par une politologue, Isabelle Vera Masson, avec d'autres extraits, vous allez voir. Le pacte de solidarité a-t-il pour origine une revendication portée par des associations homosexuelles? Eh bien, oui. Bien sûr, mais qui mieux que des homosexuels pouvait, à partir de leur expérience de solitude, de rejet, de mépris, faire le diagnostic des difficultés qui rongent notre société? Ils et elles ne veulent ni le dégoût des Sainte-Nitouche, ni la commisération des dames patronesses. Cela a été l'honneur de ces associations de faire des préconisations qui refusaient les solutions communautaristes, forcément stigmatisantes, pour bâtir un projet où chacun et chacune d'entre nous pourra se retrouver, lui, ses enfants, ses parents, à un moment ou à l'autre de sa vie, car finalement nous ne reconnaissons ici qu'une communauté, la République. Oui, d'ailleurs, elle pleure. Elle avait une prédécesseur avant elle, puisque Simone Veil, on s'en souvient, avait pleuré au moment de la loi pour l'avortement. Elle pleure après avoir tenu un discours très écrit, qu'elle lit. C'est assez étonnant, parce que je trouve qu'il y a une inadéquation entre un texte que l'on lit et puis ces larmes. Vous avez l'impression qu'elle n'est pas gênée de pleurer? Pas du tout. Pas du tout. Je trouve qu'elle joue presque de ses larmes. C'est-à-dire qu'elle ne les retient pas. Elle ne se redresse pas, par exemple, après avoir pleuré, pour aller rentrer à sa place. On voit un homme politique qui lui tape dans le dos, qui lui remonte le moral, et après, elle reste contenue. C'est vrai que c'est intéressant parce que vous le revendiquez au début, on voit que ça revient à plusieurs moments clés de votre parcours. Lors du PACS, notamment, Isabelle Vera Masson dit, on a l'impression que vous ne retenez pas vos larmes par rapport à Simone Veil. On a toujours les images de Simone Veil lorsqu'elle est, pour le coup, violemment attaquée à l'Assemblée, lorsqu'elle défend la liberté d'avorter. Elle, on a l'impression qu'elle contient ses larmes. Vous les exprimez, pourquoi? Je vous signale qu'à aucun moment je ne pleure. Non, mais on a l'impression. On a l'impression. Vous voyez comme quoi. Oui, comme quoi, on a l'impression que vous pleurez. Je ne pleure à aucun moment. Alors c'est quoi? Je suis submergée par l'émotion parce que c'est un combat que je porte depuis très longtemps. Et même, vous voyez, à un moment, j'ai été tentée de mettre ma tête dans mes mains. Oui, on vous sent comme ça, toute recroquevillée sur votre Et siège. justement, j'ai pensé à Simone Veil. Et je n'ai pas voulu lui voler son geste. Je n'ai pas voulu qu'on dise « Ah, elle fait sa petite Simone Veil, elle fait comme ouais. ». Dernière chose, sur le registre masculin-féminin, le « espèce de salopard », les gros mots. J'aime bien ça. Vous faites exprès de les dire. Oui, tout à fait exprès. Oui, je revendique. Vous revendiquez. Je revendique, oui. D'accord.